Bonjour, je souhaite vous présenter ce que sont les grandes évolutions de l'enseignement supérieur auxquelles nous sommes confrontés et comment le ministère accompagne ces transformations et surtout accompagne les enseignants-chercheurs dans leur mission. Alors le premier point d'évolution que probablement vous connaissez tous, c'est la diversification des profils étudiants et la diversification des parcours de ces étudiants. D'ailleurs, ceci est bien inscrit dans la loi OR, Orientation et réussite des étudiants. La principale étape est tout d'abord de bien orienter les étudiants dans une formation qui leur conviendra, qui correspond à leurs aspirations, et de, le cas échéant, moduler leur parcours au travers éventuellement d'un contrat de réussite pédagogique. Mais pourquoi ces étudiants sont-ils plus nombreux et plus divers? Plus nombreux, eh bien, il y a une aspiration légitime à un niveau de qualification supérieur, tant et si bien que nous voyons justement des profils qui sont de plus en plus divers, avec des étudiants qui auparavant n'accédaient pas à l'enseignement supérieur, mais ce n'est pas la seule modification que l'on observe. On a de plus en plus des étudiants qui ont parallèlement d'autres activités, d'autres centres d'intérêt. Je pense par exemple aux sportifs de haut niveau ou aux musiciens de haut niveau, mais aussi à des étudiants qui travaillent, puisqu'à peu près un tiers des étudiants ont une activité professionnelle. Alors tout dépend à quel seuil ou quel nombre d'heures on met la limite pour définir qu'il y a une activité professionnelle, mais disons qu'on peut rester globalement sur ce chiffre de 30% d'étudiants, alors qu'ils ne travaillent pas forcément pendant les heures d'enseignement, ça peut être le soir, mais quoi qu'il en soit, ça impacte forcément leur investissement. On peut penser aussi à des étudiants qui sont parents, et puis surtout au développement de la formation tout au long de la vie, avec des étudiants qui maintenant sont dans nos salles de cours, dans nos amphithéâtres, et qui sont en fait des adultes qui travaillent et qui reviennent à l'université ou dans une école pour se former pendant un temps et donc qui peuvent tout au long de leur vie faire des allers-retours comme ça entre la période en entreprise et puis de nouvelles périodes de formation. On peut aussi penser à des étudiants en situation de handicap, que ce handicap soit définitif ou qu'il soit temporaire. Bref, voilà ce que c'est la diversification des profils étudiants. Et donc forcément, face à ces profils plus variés, il faut mettre en place des stratégies de formation adaptées. Et je pense en particulier à tout ce que le numérique va pouvoir apporter dans la formation à distance, puisque un étudiant, par exemple, handicapé, mais aussi un étudiant qui a une activité salariée pendant la journée, peut ne pas pouvoir assister à un enseignement et donc lui faire bénéficier de dispositifs de formation en ligne va lui permettre donc de s'intégrer dans la formation. Donc premier élément, cette massification, cette diversification des parcours. Deuxième changement, et donc finalement je viens déjà de l'évoquer un petit peu, c'est le développement du numérique. Alors ce numérique, c'est à la fois l'accès à l'information en tout lieu et en tout temps, avec parfois les désavantages en fait finalement qu'il peut y avoir, puisqu'il y a parfois une confusion entre l'accès à l'information et le savoir dans la tête de nos étudiants. Ce n'est pas parce qu'on peut tout trouver instantanément sur Internet que l'on sait, et en particulier qu'on a la capacité de prendre du recul face à cette information. Mais bien sûr, le côté positif, je parlais à l'instant de la formation à distance, c'est donc ceci, mais c'est aussi par exemple le développement de l'intelligence artificielle qui nous permet d'avoir des modalités d'apprentissage, de simulation par exemple, extrêmement évoluées. Donc ce développement du numérique impacte nos enseignements, il peut impacter aussi la manière d'enseigner, comment interagir avec un amphi. Si je fais par exemple allusion au boîtier de vote, chacun imagine ce que c'est, mais les boîtiers de vote d'ailleurs ils peuvent être simplement un vote sur un smartphone, pas nécessairement sur un boîtier physique. On peut demander aux étudiants de s'emparer de leur téléphone ou de leur ordinateur pour voter, pour donner de l'interactivité dans le cours. Voilà donc un rapide tour d'horizon de ce que peut apporter le numérique, mais c'est bien sûr encore plus fouillé. Troisième point qu'il faut absolument mettre en place, c'est le développement d'une démarche compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment nos cursus doivent être conçus en termes de compétences, de déclinaison de compétences. Alors dans le terme de compétences, on englobe les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Les compétences reposent sur des savoirs, c'est absolument essentiel.
Donc, comment reconstruire nos cursus, puisque c'est souvent bien de ça qu'il s'agit, reconstruire nos cursus pour leur donner une meilleure cohérence. Et la cohérence, elle doit être recherchée non pas au niveau simplement de mon propre cours, de mon propre enseignement, de ma propre unité d'enseignement, mais vraiment au niveau de l'ensemble du cursus. Comment différentes unités d'enseignement peuvent concourir au développement de tel ou tel ensemble de connaissances, de compétences, tel bloc de compétences, pour reprendre la terminologie exacte. Eh bien, ceci est forcément un travail non pas individuel, mais le travail d'une équipe pédagogique. Et ce que je suis en train de décrire, cette application de la démarche compétence à la refonte complète d'un cursus, c'est ce que l'on peut appeler l'approche programme, qui a donné lieu d'ailleurs à certaines présentations dans le cadre de ce MOOC. Autre élément que je voudrais mentionner, c'est la transformation pédagogique et la transformation des espaces pédagogiques. Alors la transformation pédagogique, forcément, je vais un petit peu déjà de l'évoquer, quand on parle d'approche par compétences, quand on parle d'enseignement hybride avec des séquences en présentiel ou à distance, mais on pourrait évoquer d'autres choses, bien sûr, comme l'apprentissage par problème, comme la classe inversée, comme les jeux sérieux. Eh bien, cette transformation pédagogique, il faut bien sûr l'enclencher, mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait tout changer, que le ministère souhaiterait que l'on change tout. Ce qui est le plus important, c'est peut-être la diversification des modes d'enseignement. Pour avoir un enseignement qui soutient l'attention, qui soutient la motivation des étudiants, puisque c'était un des éléments traités dans ce MOOC, la motivation des étudiants, elle va aller de pair avec la diversification des méthodes d'enseignement. Ça ne veut pas dire que le cours magistral doit être évacué. Non, bien sûr, le cours magistral est tout à fait adapté à un certain nombre de situations, peut-être parfois de disciplines, mais la tendance, clairement, est de diversifier nos approches pédagogiques. Et cette diversification, elle va aussi avec la diversification des espaces. On a l'habitude d'avoir des étudiants qui sont plutôt, j'allais dire, assis face à nous, sagement, parfois trop sagement, mais finalement ils ont été éduqués comme ça depuis peut-être le cours préparatoire jusqu'à la classe de terminale, à être finalement assis de manière linéaire, ce qu'on appelle une pédagogie frontale, en randonnion, si vous voulez une autre image, et d'avoir parfois peu d'interaction avec nous. Et puis finalement ils arrivent dans le supérieur, on aimerait des fois qu'ils se réveillent un petit peu, qu'ils bougent un petit peu, qu'il y ait plus d'interaction. Oui, mais un espace qui est aligné comme ça, qui nous présente des étudiants alignés en randonnion, n'est pas du tout propice à l'interaction. Puisque finalement, l'apprentissage, quand on y réfléchit un petit peu, comment les étudiants apprennent? Comment ils travaillent? Ils travaillent souvent en groupe. Et donc, les relations, quand vous avez un amphithéâtre devant vous, les relations interpersonnelles sont complètement annihilées. Et donc, cette transformation pédagogique, c'est aussi la transformation des espaces, avec des possibilités de travailler en groupe, de travailler bien sûr avec l'enseignant qui pilote la séance. Et donc, toute cette refonte des espaces est vraiment un mouvement de fond qui, en ce moment, traverse notre enseignement supérieur. Alors, le ministère accompagne ceci, il accompagne cette transformation pédagogique, cette transformation des espaces au travers d'appels à projets, soit ceux qui sont dans le cadre du programme Investissement d'avenir, comme les nouveaux cursus à l'université, par exemple, ou il y a quelques années, les IDEFI, mais aussi au travers d'appels à projets plus modestes, mais qui peuvent permettre de déclencher des projets au sein d'un établissement, et je pense aux appels à manifestation d'intérêt que pilote la DGCIP, la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle, au travers de la MIPNES, la Mission Pédagogie et Numérique pour l'Enseignement Supérieur, où ces appels à projets thématiques régulièrement permettent de soutenir des initiatives locales et qui permettent de déclencher souvent un mouvement dans tel ou tel établissement. Mais les évolutions que l'on connaît, c'est aussi le soutien de plus en plus marqué de la part du ministère, soutien du développement professionnel des enseignants-chercheurs. Et bien sûr, la création de ce MOOC se place dans ce contexte, puisque le décret de mai 2017 impose la formation des enseignants-chercheurs lors de leur prise de poste, des maîtres de conférence lors de leur prise de poste au cours de la première année. Mais ce qui est important aussi, c'est que ce texte parle du développement professionnel continu des enseignants-chercheurs puisqu'il ouvre un droit à la formation aussi dans les 5 années suivant la carrière. Alors pourquoi nous avons voulu faire ceci? Eh bien, c'est très simple. Sur la facette recherche
de notre métier. Finalement, nous nous formons tout au long de la carrière. On se forme d'abord avant le recrutement, bien sûr, on se forme en thèse, on se forme en postdoc, des fois au cours d'un second postdoc, et puis ensuite on est recruté comme maître de conférence, on fait de la recherche et on fera de la recherche tout au long de notre carrière. Donc c'est de la formation continue. Et puis sur le volet enseignement, finalement, il n'y avait rien. Il n'y avait ni formation initiale, ni formation continue. Et donc, la volonté de ce texte, c'était vraiment de remettre de manière équilibrée les deux facettes du métier. Le métier d'enseignant-chercheur avec un trait d'union tout à fait intéressant d'ailleurs qui montre le lien entre ces deux côtés, hein, comment la recherche nourrit l'enseignement et comment l'enseignement est totalement associé à la recherche, cette volonté de disséminer le savoir. Mais finalement, du côté de la formation, il y avait un déséquilibre terrible. Donc le ministère soutient ce développement professionnel des enseignants du supérieur et surtout, nouveau point qu'il a actuellement, est effectivement en chantier, c'est la question de la reconnaissance de l'investissement dans la carrière du côté de la formation. On a l'habitude de dire que l'essentiel du déroulement de carrière est basé sur le volet recherche, sur les publications, et que finalement l'engagement en formation est le parent pauvre. C'est vrai, et donc dans ce contexte, effectivement, des chantiers ont été lancés pour reconnaître l'investissement des deux côtés de cette belle mission. Donc voilà globalement les gros changements. Et je voudrais quand même terminer pour vous dire que cette question du soutien, du développement professionnel des enseignants, ce soutien à la reconnaissance, mais aussi cette démarche compétence, cette diversification des profils étudiants, finalement tout ce que j'ai écrit là, ce sont des problématiques non pas françaises, mais ce sont vraiment des problématiques européennes. Il y a en ce moment beaucoup de réunions européennes autour du learning and teaching, sur l'accompagnement des enseignants du supérieur. Et donc nos problématiques ne sont pas des problématiques franco-françaises. Vraiment, toute l'Europe a à cœur de faire évoluer et de mettre une démarche qualité dans l'enseignement supérieur, dans le développement professionnel des enseignants du supérieur. Voilà, c'est dans ce contexte que nous évoluons tous. Et je souhaite que ce MOOC ait pu vous apporter donc un certain nombre d'éclairages sur ces différents points.